la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. A state of war has existed. I have a dream today. Ich bin ein Berliner. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bienvenue dans cette nouvelle émission Où, quand, comment l'histoire. Il y a 40 ans, Mao Tse-tung précipitait la Chine dans l'une des aventures les plus dévastatrices de l'histoire contemporaine, la révolution culturelle. Coutumes, habitudes, culture, manière de penser, ces quatre vieilleries, selon l'expression même du grand timonier, devaient être détruites pour construire un ordre nouveau, un homme nouveau. Cette révolution permanente écrasa des millions de Chinois tout en berçant d'illusions des contingents entiers d'intellectuels en Europe. Elle ne s'acheva réellement que le 9 septembre 1976, à la disparition de Mao, le dernier empereur. Tout de suite, un extrait de notre documentaire. Quand Mao est mort, à 82 ans, ses funérailles nationales furent dignes d'un empereur. Il avait dirigé un quart de la population mondiale pendant un quart de siècle. Mais sa grande révolution culturelle avait appauvri la Chine et l'avait jetée dans le chaos. Que se cachait-il réellement derrière cette révolution culturelle? Quel en fut le prix pour le peuple chinois? Quelle force la Chine d'aujourd'hui a-t-elle puisé de cette sombre page de son histoire? C'est ce que nous essaierons de comprendre aujourd'hui en compagnie, Christine, de nos invités. L'historien François Godement, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des fondateurs du Centre Asie à l'Institut français des relations internationales, professeur également à l'Institut des langues et civilisations orientales. Vous parlez le chinois, vous rentrez de Chine, vous y étiez encore il y a quelques jours. Alors, si la révolution culturelle a été un mystère attirant pour le chercheur que vous êtes, pour Chen Yan, notre témoin, le témoin de cette émission, elle a été un épisode douloureux, une réalité concrète. Historien, vous êtes vous aussi historien, également journaliste. Vous vivez en France définitivement depuis la fin des années 80. Vous vous occupez depuis les années 90 du service Chine de Radio France Internationale et vous êtes l'auteur aux éditions de l'Aube de l'éveil de la Chine. Et enfin, l'architecte Roland Castro est avec nous également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous, la révolution culturelle vécue dans l'éblouissement de 68 a représenté un ailleurs mythique. Comme pour la plupart des maoïstes français, d'ailleurs, la redescente a été plutôt brutale, ce qui ne vous empêche pas de continuer à vous shooter, entre guillemets, à l'utopie, mais elle est devenue concrète, cette utopie. Et vous avez d'ailleurs la ferme intention de vous présenter à l'élection présidentielle, fort de cette insurrection du sens que vous résumez dans ce manifeste « J'affirme » paru chez Tonka. Alors Chen Yan, très rapidement, qu'avez-vous ressenti à l'annonce de la mort de Mao Tse-tung? Vous vous en souvenez? Je pense que c'est un grand vide quand c'est que se présentait à cette époque, comme pour la plupart des Chinois. On ne sait pas qu'est-ce que ça va passer après. C'est l'inquiétude, le vide, quelque chose, la peur du vide. Incertain, c'est une situation incertaine. Roland Castro, 9 septembre 1976. J'étais dans une phase de reconstruction personnelle après l'éblouissement, comme on dit. Donc j'ai pensé, très grand homme, bon, comme à la mort de Gaulle, on n'a qu'à dire, inventeur de la Chine probablement. J'ai pensé en même temps, certitude, que on pouvait continuer à espérer changer le monde, à condition, comme dit Freud dans le malaise de la civilisation, qu'on saute de la tête que l'homme est bon. François Godement. Qu'est-ce qui se cache, François Godement, derrière ces larmes qu'on a vues en image tout à l'heure versées sur la dépouille de Mao? D'abord, c'est un peu une scène de pleureuse officielle devant le cercueil même, à un moment de tension extrême, car on s'est battu entre factions immédiatement après. Comme Chen Yan, et j'ajouterais que les Chinois en général ne manifestent pas beaucoup leurs émotions en public, je crois que s'il y a eu des larmes, c'était souvent par anxiété sur ce qui allait arriver. Tout le monde savait. Tout de suite, notre documentaire Mao, le dernier empereur. Il est signé Jeremy Bennett et il est le fruit d'une collaboration entre la BBC et France 3. Rendez-vous donc juste après pour en débattre avec nos invités.
Je pense que Mao était un homme de génie. Le mot génie ne signifie pas bon ou mauvais, ça signifie simplement une puissance intellectuelle. Il était déformé par le pouvoir absolu, si bien qu'il se considérait comme infaillible et pouvant tout se permettre. Il ne ressemblait pas tout à fait à Hitler, ni tout à fait à Staline. C'est vrai qu'il était cruel, sans pitié. Je pense qu'il n'a pas su atteindre la véritable grandeur. Les femmes recherchaient les faveurs de Mao. Elles étaient flattées de coucher avec lui. C'était un honneur et quelque chose de tout naturel, puisque Mao était Dieu et le guide suprême. On se glorifiait d'avoir des relations sexuelles avec un tel personnage. Mao a réinventé le communisme à la mode chinoise, à la mode Mao. Mais en même temps, il perpétuait la tradition chinoise, aux souverains puissants, solitaires, autoritaires et brutaux. Le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung, depuis les portes de la cité interdite, le vieux palais impérial de Pékin, a proclamé la nouvelle République populaire de Chine. Ce jour-là, j'étais sur la place Tiananmen. Mao saluait les gens rassemblés. Le peuple chinois s'est levé, a-t-il dit, sous un tonnerre d'applaudissements. Les gens étaient enthousiastes. J'avais vraiment l'impression que le peuple chinois s'était levé après un siècle de lutte sanglante. Et que Mao était le plus grand homme de tous les temps. À 55 ans, Mao était un héros pour le peuple chinois. Fils de fermier, il était sorti des rangs pour mener les forces communistes jusqu'à la victoire par une guerre qui avait mis fin au pouvoir d'un gouvernement nationaliste corrompu et à la domination étrangère. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, la Chine était réunie sous la direction d'un seul chef. La Chine devenait un pays indépendant, un pays libre. Plus de colonies étrangères, plus de fumerie d'opium, plus de prostitution ou de mendicité. Pour moi, c'était vraiment tourner la page. Mao a grandi dans un pays extrêmement contrasté. Un paradis pour les Occidentaux et les riches Chinois. Toute la richesse du pays était aux mains de 5% de ses habitants. Mais la grande majorité des 1000 millions de paysans avaient à peine les moyens de subsister. C'était un combat permanent pour la survie. Le peuple chinois, selon l'expression de Mao, était écrasé sous 3 montagnes d'oppression qu'il fallait faire sauter. Le féodalisme, l'impérialisme et les seigneurs de guerre. En 1911, à la chute du dernier empereur, la Chine avait éclaté en féodalité dominée par les seigneurs de la guerre, dont les armées se battaient entre elles pour le contrôle du pays. La Chine était déchirée. Le gouvernement nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek restait impuissant et avait perdu son soutien populaire. La corruption. C'était surtout ça. L'entourage de Chiang Kai-shek était pourri. Lui, c'était un homme, un honnête homme. C'était, je dirais, un type bien. Mais son entourage était corrompu. Mao était l'un des fondateurs du Parti communiste. Il a écrit « Le communisme est comme une étincelle et ses flammes engloutiront tout le pays ». Les communistes devenaient une menace réelle pour Chiang Kai-shek.
En avril 1927, les forces nationalistes encerclèrent les communistes dans toutes les grandes villes. Leur slogan, c'était « Mieux vaut tuer 1000 innocents que de laisser un seul communiste en liberté ». La répression fut brutale. Je n'emploierai pas le mot brutal. On a toujours traité les communistes d'abord comme des citoyens, comme des hommes. Et quand c'était inévitable, ils étaient naturellement traités selon les lois. Mao, devenu entre-temps le chef incontesté des communistes, craignait l'élimination de son parti. En 1934, il entreprit avec ses partisans sa fameuse Longue Marche. Elle a duré 1 an sur 16 000 kilomètres, à travers les cols montagneux jusque dans les régions sauvages de la Chine de l'Ouest. 90% des hommes sont morts en chemin à cause de la famine, des maladies et des attaques permanentes des soldats nationalistes. Les Japonais, voyant la Chine se désintégrer et mûre pour être conquise, se lancèrent dans une invasion à grande échelle. L'armée de Chiang Kai-shek offrant peu de résistance, les Japonais eurent au fait d'occuper la plus grande partie de la Chine. Ils commirent de terribles atrocités. À Nanking, capitale des nationalistes, l'armée japonaise se livra à un déferlement de violence. Les femmes furent systématiquement violées, des gamines de 6 ans aux femmes de plus de 60 ans. 200 000 civils furent massacrés en 1 semaine. Les restes de l'armée de Mao s'étaient retranchés dans les montagnes du Yunnan, à l'abri des nationalistes et des Japonais. Cette région devenait le symbole de la résistance et les jeunes communistes accoururent de tout le pays. Parmi eux se trouvait Jiang Qing, jeune actrice attirée par la réputation de Mao. Elle retint vite l'attention de Mao et devint sa maîtresse. À cette époque, Mao avait 40 ans et avait été marié 3 fois. Un premier mariage, arrangé avec une fille bien plus vieille que lui, qu'il abandonna très vite. Puis un mariage avec la fille d'un de ses anciens professeurs. Ils eurent 3 enfants. Elle fut tuée par les nationalistes. Sa 3e femme était une résistante communiste. Il l'abandonna et fut séduit par Jiang Qing, laquelle, malgré les réticences des collègues de Mao, devint sa compagne permanente et sa 4e femme. Elle avait été actrice de cinéma à Shanghai. Pas une star, mais une vedette de série B. Et voilà qu'elle épousait le grand dirigeant, le porte-drapeau de la révolution chinoise, elle qui était pratiquement inconnue. Elle sortait d'une tranche malfamée de la société de Shanghai et n'avait pas très bonne réputation. Et tout d'un coup, cette personne débarquait au Yunnan, Mao s'amourachait d'elle et voulait l'épouser. Alors il y a eu, semble-t-il, un accord, comme quoi on l'autorisait à l'épouser, à condition qu'elle reste complètement en dehors de la vie politique et n'apparaisse pas en public en tant que Madame Mao. Mao était en train de mettre au point l'étape finale de la révolution communiste. Son succès dépendait du soutien des millions de paysans chinois. Tout d'abord, c'était un organisateur de génie. Et ensuite, il a promis aux Chinois quelque chose que personne ne leur avait jamais promis. Il disait, si nous gagnons, vous aurez 2 vrais repas par jour. L'une de ses paroles célèbres que tout le monde répétait à l'époque, c'était « Le vrai problème important, c'est l'éducation des paysans. C'est le problème primordial de la révolution chinoise. » Il rappelait constamment à ses cadres subalternes « Nous sommes leurs serviteurs, pas leurs maîtres. Nous devons les servir. » Où qu'elles aillent, ces troupes étaient appuyées par une armée de paysans qui les nourrissaient, les habillaient et fournissaient des combattants. Pendant 8 ans, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les armées japonaises avaient ravagé la Chine. Les communistes avaient combattu l'envahisseur par des attaques de guérilla,
Mais c'est l'armée nationaliste qui avait subi de plein fouet l'assaut japonais et supporté les plus lourdes pertes. Quand les Japonais se rendirent, l'armée nationaliste était affaiblie et démoralisée. Le pouvoir était vacant et à la portée des plus forts, nationalistes ou communistes. Mais les Américains espéraient réconcilier les frères ennemis. Mao et Chiang Kai-shek se rencontrèrent et négocièrent pendant 1 mois sous la protection des Américains. Mao savait d'avance que tout accord n'aurait pas plus de valeur qu'un chiffon de papier. Et à son départ, il était clair qu'il se battrait jusqu'au bout. Ça faisait 1 an qu'il mettait au point sa stratégie de base sous forme d'une comptine que tout enfant pouvait fredonner et qui disait « Quand l'ennemi avance, on se retire. Quand il campe, on le harcèle. Quand il est fatigué, on l'attaque. Quand il s'enfuit, on le poursuit, tout simplement. » En moins de 2 ans, Chiang Kai-shek était contraint de se réfugier à Taïwan et les communistes entraient dans Pékin. Mao proclama que le mérite de sa victoire revenait aux brouettes des paysans. Ils allaient recevoir leur récompense. Mao ordonna de prendre la terre aux riches et de la donner aux pauvres. Les tribunaux populaires étaient féroces. On accusait les propriétaires. On leur disait à quel point ils nous avaient exploités. Et on exigeait qu'ils le reconnaissent. S'ils le reconnaissaient, on les laissait partir. Sinon, on leur arrachait les cheveux. Les accusations contre les propriétaires se succédaient jour et nuit, venant des exploités, jeunes et vieux, hommes et femmes. Les meetings dits de lutte étaient effrayants. Les gens étaient tellement excités qu'ils hurlaient et gémissaient. Puis venait le verdict. Ça atteignait un paroxysme quand ils reprenaient en chœur les slogans. Les exécutions avaient lieu dans un climat d'excitation et de violence. Fusillés. Comme ses prédécesseurs, Mao fit savoir au peuple que ceux qui se mettraient en travers de sa route périraient et que ses partisans seraient favorisés. Les paysans avaient maintenant des terres pour la première fois dans l'histoire. Mais 1,5 million de propriétaires furent tués au cours de ce que Mao appela sa réforme agraire. Ensuite, Mao tourna son attention vers la modernisation de l'économie chinoise. Il y a eu une grande réorganisation et un développement de l'industrie, de même que la réforme agraire. Donc, vous voyez que de 1949, date de sa prise de pouvoir, disons jusqu'en 1956, l'économie a progressé à grands bonds. Le niveau de vie du peuple s'est élevé. Et je pense que le Chinois moyen a ressenti un sentiment de dignité et de fierté. Et ça, c'était nouveau. Il était fier de ce grand et nouveau pays. Comme Mao, Staline avait été porté au pouvoir par la vague de la révolution communiste. Mao admirait Staline en tant que dirigeant communiste, mais aussi comme dictateur absolu, le nouveau tsar de Russie. Vers la fin de la réception, Staline s'est levé. Et j'étais tout à côté de lui. J'étais juste à côté de Mao et de Staline. Juste à côté. Et tout le monde s'est tu pour entendre parler Staline. Staline a dit: je vous propose, à vous, amis, camarades,
de porter un toast avec moi. Remercions l'histoire de nous avoir donné un admirable dirigeant marxiste et communiste, le camarade Mao. Plus sec. En fait, Mao a très peu lu les œuvres de Marx et de Lénine. Il ne croyait pas vraiment au marxisme. Il préférait étudier les systèmes historiques de pouvoir en Chine. Si la plupart de ses pensées avaient l'air marxistes, lui, il se conduisait comme les souverains absolus du passé. À son retour, Mao dut faire face au premier grand défi lancé à sa République populaire, la guerre de Corée. 1 million de soldats chinois combattirent aux côtés des Nord-Coréens. Ils essuyèrent de lourdes pertes, et le fils de Mao, qui avait 28 ans, fut parmi les tués. Les Américains durent se contenter d'un sanglant match nul. Mao avait prouvé au monde que la Chine représentait une force avec laquelle il fallait compter. Dans un de ses poèmes, Mao s'est comparé aux empereurs qui l'ont précédé. Qui et vous étaient des illettrés. Song et Zhu étaient des rustres. Gengis Khan était qu'un soudard. Tous ces empereurs avaient des manques. Le véritable héros se trouve ici et maintenant. Voulant dire lui-même, il voulait être plus grand que tous les autres. Mao, comme tous les empereurs, avait une vie privée secrète. Son médecin nous en parle aujourd'hui. Les femmes étaient des jouets pour Mao. Il les préférait plutôt jeunes, inexpérimentés et sans grande culture. Les Anglais appellent ce genre de filles des playmates. Son train spécial était rempli de personnel féminin. Zhang Wufeng en faisait partie. Zhang Wufeng travaillait dans son train spécial. Elle était serveuse dans notre wagon-restaurant. Et puis elle rencontra Mao. Elle lui plut et fut transférée dans son wagon-restaurant, puis dans son sleeping car. Elle finit par devenir la concubine de Mao. Les goûts féminins de Mao ressemblaient à ses goûts alimentaires. Quand il aimait un légume, il en mangeait tout le temps. Et quand il en avait marre, il en changeait. Pareil pour les femmes. Il n'avait Dieu que pour une femme pendant un moment, puis il la laissait tomber pour une autre. En 1953, Joseph Staline, maître à penser et ami du peuple chinois, mourut. Trois ans plus tard, son successeur Nikita Khrouchtchev dénonçait le dictateur Staline, coupable de crimes pires que ceux des tsars. Mao, comme bien d'autres, reconnaissait Staline comme le plus grand de tous les leaders. Le maître. L'autorité la plus haute. Et tout à coup, arrivaient ces attaques de Khrouchtchev contre Staline. Il ne pouvait pas, Mao ne pouvait pas accepter ça. Aux yeux de Mao, Khrouchtchev était un dangereux révisionniste. À l'occasion de sa visite à Pékin, Mao décida de lui donner une leçon. Mao, dès cette époque, était mécontent de Khrouchtchev. Il témoigna sa désapprobation en le recevant à sa piscine.
Il était en tenue de bain pour recevoir Khrouchtchev. Je me suis dit que c'était une grave insulte à Khrouchtchev. Khrouchtchev était à la tête du Parti communiste soviétique et Mao le recevait en tenue de bain. Mao a proposé à Khrouchtchev de venir nager avec lui et Khrouchtchev s'est effectivement baigné avec lui. Mao s'était préparé pour se baigner. Il était vêtu en conséquence, tandis que Khrouchtchev n'avait pas ce qu'il fallait. Mais il s'est déshabillé. C'était très drôle. Je ne pense pas que Mao voulait faire la leçon à Khrouchtchev, ni l'humilier. Non. Mais c'est comme ça qu'on l'a interprété, en réalité. Objectivement, c'était pareil. Khrouchtchev était mortifié. Mao était bien conscient du danger que représentaient pour lui les accusations de Khrouchtchev contre Staline. Mao Zedong avait peur, car lui aussi avait commis des erreurs. Il craignait que quelqu'un emboîte le pas à Khrouchtchev et dénonce ses propres fautes. Ça devenait son obsession. Mao avait peur de devenir la cible des révisionnistes chinois et d'être comme Staline accusé à son tour. Alors il concocta un plan pour pousser le peuple à s'exprimer, ce qui mettrait aussi ses ennemis sur la sellette. Il demanda que 100 fleurs s'épanouissent et que 100 écoles de pensée s'affrontent. Il a dit, écoutez, il est bien possible que nous aussi ayons commis des erreurs. Et pour éviter en Chine ce qui s'est passé en Russie, demandons à chacun de donner son avis, s'il a quelque chose à nous reprocher. Il en appelait au peuple. Il a dit, allez, pour que nous travaillions encore mieux pour vous, dites-nous ce qui ne va pas. Dites tout ce que vous voudrez. Les critiques déferlèrent sur le parti. Le gouvernement était corrompu, le népotisme général, le monopole du pouvoir aux mains du Parti communiste était inacceptable. Et il y avait même des critiques du président Mao, le guide suprême lui-même. Ceux qui critiquaient étaient principalement des intellectuels, notamment les enseignants et les écrivains. Les 100 fleurs de Mao devenaient un torrent d'injures contre la dictature qu'il avait instaurée. Mao se retourna contre ces critiques, il les baptisa ennemis du peuple, hommes de droite et réactionnaires qu'il fallait extirper. Mao, dans son enfance et dans sa jeunesse, a été repoussé, a été snobé par les intellectuels. Il était un paysan, il était aide-bibliothécaire, c'était des garçons de bibliothèque, et il était méprisé par les professeurs d'université, par les grands intellectuels. Et tout le reste de sa vie, il s'est vengé contre le mépris dont il avait été victime étant jeune. C'était une ruse, un piège, pour savoir qui était avec lui et qui était contre lui. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit « tout pousse ensemble. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie, comme dans l'Évangile. Arrachons l'ivraie et brûlons-la. » En chinois, on dit « fleur vénéneuse ». Et bien sûr, beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Parmi ceux qui ont accepté de relever le défi lancé par Mao et se sont vus accusés d'être des ennemis du peuple, il y avait un journaliste de Pékin. Le coup le plus dur a été les attaques de mon journal. Ils m'ont couvert de fausses accusations. Ils m'ont traité de traître à ma profession. J'en ai pleuré et je me suis senti humilié. Pendant 22 ans, j'ai été une sorte d'intouchable. N'importe qui pouvait me dénigrer et me chercher querelle. Ils ont dit Liu Pingye est un homme de droite, anti-parti et antisocialiste. Tu dois prendre des distances vis-à-vis de ton mari. Réfléchis bien. Le parti et les masses populaires ne peuvent être dans l'erreur.
Ils m'ont demandé d'écrire des affiches en gros caractères pour les dénoncer. Et je suis rentrée à la maison et j'ai essayé d'écrire ça, mais je ne savais pas quoi écrire. Alors c'est Liu Pingyan qui m'a aidé. Il a dit, ne t'inquiète pas pour moi, écris ce qu'on te demande d'écrire. Liu Binyan a tout perdu. Il a passé 20 ans dans un camp de travail forcé où il vivait dans une étable. 1 demi-million de ceux qui avaient critiqué le parti sont morts. Mao se vantait d'avoir tué 100 fois plus d'intellectuels que le sanguinaire empereur Qin il y a 2000 ans. Cet empereur était un héros et un modèle aux yeux de Mao. Puis Mao a proclamé que la Chine surpasserait l'Union soviétique, l'Angleterre et l'Amérique dans les 15 prochaines années. Il voulait transformer la Chine en une grande puissance industrielle. Sa logique était simple. Les grandes nations produisent de l'acier, la Chine en ferait autant. Le guide suprême annonçait le grand bond en avant. Un jour, tandis qu'il se prélassait dans sa piscine, Mao eut l'idée de mobiliser toute la population pour produire de l'acier. Chaque village, chaque école, chaque hôpital devait bâtir un haut fourneau. Nous avons construit des tas de hauts fourneaux le long des collines. On a coupé plein d'arbres et rassemblé le bois pour alimenter les fourneaux. Nous devions fournir du fer et du cuivre. On a raclé les fonds de tiroirs, pris les ustensiles de cuisine et de jardinage. Tout ce qui contenait du fer, y compris les poignées et les boutons de porte. Mais la production en masse d'acier fut un échec complet, la première des grandes défaites économiques de Mao. L'acier était de si mauvaise qualité qu'il était inutilisable. Mao ne comprenait pas que diriger une économie moderne, ce n'est pas pareil que mener une guerre. Ça a été un des plus grands revers de Mao. Il avait essayé de sauter par-dessus les difficultés économiques, les difficultés physiques, simplement grâce au soutien de la ferveur populaire. La plus grande partie de son action politique, c'était ça, l'exaltation de la volonté humaine et de l'enthousiasme humain, au lieu de se livrer à une sobre analyse des faits. Sous Mao, tout prenait la forme d'une campagne auprès des masses populaires, afin que toute la nation se mobilise pour le but à atteindre. Et cette fois-là, il a dit, bon, il y a les rats, les moustiques, les mouches, mais les moineaux sont tout autant néfastes parce qu'ils mangent les graines. Et il a lancé sa grande campagne d'extermination des moineaux. Toute la nation a été mobilisée pour taper sur tous les instruments à percussion qu'on pouvait trouver et paniquer ces pauvres petites bêtes jusqu'à ce qu'elles tombent mortes. Mao sortit un décret. Les moineaux mangent le grain, donc il faut tous les détruire. Il mangeait une partie des récoltes, autant de céréales en moins pour les gens. Donc il fallait les éliminer sans pitié. Comment y parvenir? Le mieux était de se mettre dehors et de faire du bruit, en tapant sur des gonds ou des bassines. Les moineaux épouvantés n'avaient plus nulle part où aller, n'avaient plus où se poser et mouraient d'épuisement. On a fait ça pendant 2 jours, jour et nuit, et crié à une grande victoire. À l'époque, j'étais jeune et mince. On m'a envoyé m'installer sur un toit pour en chasser les moineaux. J'avais une perche à laquelle était attaché un ruban rouge. Je courais d'un bout à l'autre d'un toit étroit à forte pente. Et en bas, dans la rue, les vieilles dames tapaient sur des chaudrons pour chasser les moineaux.
Les moineaux étaient tellement épuisés qu'ils tombaient au sol. Les gens les ramassaient et les enfilaient en chapelet en guise de trophée. C'était plus amusant que le travail au bureau. Et on l'a fait avec enthousiasme. Ça a été une réussite, si on veut. On a eu des tonnes de moineaux à manger. Les Pékinois adorent les moineaux grillés. Mais l'année suivante, on en a vu les conséquences. Parce que toute la vermine s'est multipliée et elle a mangé plus de grains que l'avaient jamais fait les moineaux. Mao, en détournant la main-d'œuvre vers une production d'acier inutilisable et en faisant exterminer les moineaux, provoqua un désastre dans l'agriculture. Pendant que les paysans alimentaient les fourneaux, les récoltes pourrissaient dans les champs. Il en est résulté 3 ans de famine, pendant lesquels 43 millions de Chinois sont morts de faim. Un jour, un groupe est arrivé dans notre camp. Et tous avaient été lourdement condamnés. C'étaient tous des paysans. J'ai dit, pourquoi êtes-vous là? Il a dit, pour avoir endommagé ou détruit le bien public. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, j'ai mangé l'écorce des arbres. Les arbres étaient propriété publique. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un choc. Un officiel du parti a dit à sa femme, il n'y avait plus de nourriture. Nous allons tous mourir, toi, moi et notre fils. Mais si je meurs de faim, faites la soupe avec ma chair pour nourrir notre bébé. J'ai été horrifié d'entendre ça. Il y avait déjà eu des famines, mais je n'avais jamais entendu parler de gens mangeant la chair de leur propre famille. Mao était conscient de l'épouvantable ampleur de la famine, et il était humilié par l'échec de sa politique. Mais il ne voulait cependant en assumer aucune responsabilité. C'était absurde, en ce sens que Mao était un aventurier et que Mao n'hésitait pas à s'embarquer dans des aventures qui mettaient des centaines de millions de vies humaines en jeu. C'est ce qu'on a vu lors du grand bond en avant, où il a admis au début, où il a dit « Je ne sais pas où je vais, on fait une expérience, et puis on verra bien ». Et le temps qu'on voit, des dizaines de millions de personnes étaient mortes. Un seul des collègues de Mao, le ministre de la Défense, Peng Dehuai, a eu le courage de critiquer sa politique économique. Quand il a rencontré Mao, il a dit « N'entends-tu pas le peuple dehors? Il ne crie pas « Vive le président Mao », mais nous avons faim. On veut manger. » Il a ajouté « Pourquoi ont-ils fait la guerre? Ne leur as-tu pas promis 2 vrais repas par jour? Ils n'ont même pas un vrai repas par mois. » Mao prit très mal la chose. Et qu'est-il arrivé à Peng Dehuai? Il a été rossé 135 fois pendant la révolution culturelle. Et il est mort de faim, en prison. Peng Dehuai n'est qu'un exemple parmi les nombreux compagnons dont Mao s'est débarrassé. Tout responsable du parti qui n'était pas d'accord avec lui était impitoyablement puni. Le secrétaire du parti, Deng Xiaoping, a été envoyé 3 fois en camp de travail forcé. Je vais vous dire, Mao était sans pitié pour son entourage parce que, de même que Staline, il les considérait tous comme une menace. Il ne voulait que des bénis oui-oui. Tout le monde approuvait. En tout, quoi qu'il dise ou fasse, tout le monde approuvait. Personne n'osait le lui dire quand il avait tort. Le secret de la longévité de Mao, c'était de s'appuyer sur les masses. Il avait lu que l'impératrice Wu Zhou-Qin avait monté un réseau d'agents parmi le peuple. Mao a fait de même et le peuple lui a fourni ses espions. De 1949 à 1976,
Il n'y a pas eu de service secret, pas de KGB en Chine, parce que ce n'était pas nécessaire. Les gens se proposaient de servir d'agents de renseignement et d'espions. Le peuple était le plus efficace. Il croyait que les ennemis de classe voulaient porter préjudice au pays et au peuple. Alors, et tout particulièrement dans les comités de rue, il surveillait ceux qu'il trouvait suspects et faisait des rapports sur eux. Le peuple croyait tout ce que Mao et le parti lui disaient. Mao disait que la bombe atomique était un tigre de papier dont les Américains se servaient pour faire peur aux gens. Mais il avait décidé qu'il voulait lui aussi un tigre de papier pour faire peur à ses ennemis et détourner l'attention des problèmes intérieurs. Il m'a dit qu'il souhaitait voir l'Amérique lâcher une bombe atomique sur le Fujian et anéantir 10 ou 20 millions de Chinois. Cela montrerait la vraie nature de l'impérialisme américain et désignerait au monde les bons et les mauvais. J'ai été scandalisé d'entendre ça. Faire tuer 10 ou 20 millions de personnes pour établir une comparaison, c'était absurde, vraiment absurde. Liu Shaoqi, président de la Chine, numéro 2 du parti et l'un des partisans les plus loyaux de Mao, se vit confier l'économie pour réparer les dégâts causés par le grand bond en avant de Mao. Mao en voulait à Liu Xiaoqi d'avoir violé ses principes. Mais le vrai problème, c'était l'influence grandissante de Liu. Liu était chef de l'État et numéro 2 de la hiérarchie du parti. Mao estimait que la seule façon de se débarrasser de Liu était de galvaniser le parti et les masses. Quand les empereurs chinois se sentaient menacés, ils montaient un grand événement pour étaler leur pouvoir aux yeux du peuple. Mao avait maintenant 72 ans et il craignait d'être poussé vers la touche. En juillet 1966, Mao fit un parcours symbolique à la nage pour montrer sa force. On a dit qu'il avait nagé 20 km en 1 heure pile. Mao avait une bedaine comme un ballon. Il ne risquait pas de couler. Son gros ventre le maintenait en surface. Il n'a pas vraiment nagé. Il y a un très fort courant dans le Yangtze. Il lui suffisait de quelques brasses et l'eau lui faisait facilement parcourir 16 bons kilomètres. Cette nage marquait son retour au pouvoir. Retour dans le courant des choses, littéralement, et qui lui redonnait une prestance physique et politique. Il était supposé avoir nagé dans le Yangtze sur une distance extraordinaire, battant tous les records du monde, mais sans doute n'était-ce pas extraordinaire. Mais il poursuivait un autre but par cette révolution. Il voulait reprendre le pouvoir. On l'avait mis de côté, il voulait revenir au centre. Pour lancer la grande révolution culturelle, Mao s'est servi de son arme familière en mobilisant les masses. Le grand timonier en appelait au peuple pour purger le Parti communiste et abattre la hiérarchie du parti. Je l'ai entendu
se dire très préoccupé par son incapacité à trouver le moyen d'empêcher la révolution chinoise de stagner et de devenir corrompue et bureaucratique. Et il répétait, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, mais nous n'avons pas vraiment trouvé la bonne réponse. Et je pense que la révolution culturelle était pour lui la bonne réponse, celle qui permettrait à la jeune génération de l'époque de faire ce que la sienne avait fait, se soulever et faire sa propre révolution, et apprendre à refaire la société. Le vrai but de Mao était de détruire ses ennemis. Comme l'empereur Qin, qu'il admirait, il voulait démontrer qu'il était le guide suprême et reconquérir son mandat face au ciel, face aux critiques de son parti et face aux intellectuels qui se trouvaient sur sa route. Mao était l'émule du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, lequel, parmi bien d'autres choses, avait fait tuer les intellectuels confucéens qui n'étaient pas dans la ligne idéologique et avaient fait brûler leurs livres. Et Mao, qui admirait volontiers, quand il était mal luné, Qin Shi Huang, disait parfois « Moi, je suis comme Qin Shi Huang, sauf que j'ai fait 100 fois mieux. Il n'a fait tuer que 460 intellectuels, disait-il, et moi 46 000. » Plus tard, il y a eu des articles de presse et des tribunes dans le quotidien du peuple vantant les mérites de Qin Shi Huangdi et dressant visiblement un parallèle entre lui et le président Mao. Le chef des armées Lin Piao et la femme de Mao, Jiang Qing, soutenaient ses efforts de retour au pouvoir. Ensemble, ils ont dressé de Mao l'image d'un dieu. Leur Bible était le petit livre rouge des pensées de Mao. 300 millions de copies furent distribuées gratuitement au peuple. Les ouvriers ont dit que la lecture du petit livre rouge améliorait leur rendement. Les joueurs de ping-pong, que ça améliorait leur jeu. Mais il était difficile pour nous, les peintres, de dire que ça nous faisait mieux peindre. Il fallait pourtant raconter quelque chose. Alors on a dit que de vivre à Pékin, près de Mao, était un privilège. Et que nous étions sûrement les gens les plus heureux de la Terre. Je me souviens d'un grand titre. Tous les peuples de la Terre adorent le président Mao. J'en ai été surpris. Bien sûr, nous Chinois l'adorions, mais pourquoi les autres? À l'avant-garde de la révolution culturelle se trouvait l'armée des gardes rouges. Ils avaient pour mission de se révolter et de détruire. La seule façon qu'avait Mao de reprendre le pouvoir, c'était de jouer de sa popularité. Il était un leader charismatique, il avait une influence énorme sur l'inconscient collectif du peuple chinois et particulièrement sur les jeunes, et il s'est saisi de ce moyen, le seul qu'il avait, de retourner la situation. Il a lancé les jeunes contre les états-majors de parti, absolument comme un lâcher de pigeons, ou plutôt comme un lâcher de faucons ou d'aigles, ou de vautours, qui se sont mis à dévorer les chefs de parti. Tous les responsables furent pris pour cible par les gardes rouges. Cette nuit-là, l'inoubliable nuit du 6 juin, j'ai été tiré du lit par les gardes rouges, mes propres étudiants. J'ai vu mon Dieu, tous les professeurs et les maîtres de conférences qui étaient à genoux, la tête baissée, écoutant une harangue faite par l'un des dirigeants étudiants.
Et j'étais à genoux parce qu'il me donnait des coups de pied par derrière. L'étudiant qui avait pénétré dans ma chambre cette nuit du 6 juin, qui était le meneur des autres étudiants, c'était celui que j'avais suivi et conseillé avec un soin particulier comme président de la section. Et c'est lui qui lançait les slogans « À pas vous Lincoln, à pas l'impérialisme américain ». Il nous traitait de vaches démoniaques et d'âmes de serpents, par référence à la mythologie chinoise, j'imagine. Pour que le peuple, la populace nous identifie à des monstres, à des esprits malins, pas à des esprits frères. Et puisque nous étions des fantômes et des monstres, nous n'étions plus des êtres humains, vous comprenez? On pouvait disposer de nous comme de démons et de monstres. J'ai été battu 100 fois et laissé inconscient 3 fois. Le pire, ça a été le 17 mars 1967, quand ils se sont mis à 8 pour me battre. Ça a duré tout l'après-midi. J'ai perdu conscience. Le sol était couvert de mes cheveux. On m'a traîné de la classe jusqu'à dans ma chambre. J'ai failli mourir. J'avais parlé pour le bien de mon pays et du parti. Pourquoi m'ont-ils fait ça? J'aurais pu mourir. En fait, je n'avais plus envie de vivre. Puis j'ai entendu « À part la réactionnaire Chendali ». Ils étaient en train d'humilier ma petite amie qui s'est suicidée. Mon père était ingénieur. Ils l'ont fait monter sur des tables empilées et jeter en bas à coups de pied. Il saignait de la tête, ses dents étaient brisées. Parce qu'il avait téléphoné à mon oncle. Mon oncle a été enfermé et battu pendant 40 jours. Lui aussi est mort. La famille ne voulait pas que ma grand-mère le sache. Ils lui ont dit que mon oncle était en voyage pour affaires. Mais elle a su la vérité et en est tombée folle. Mao avait dit « Si vous ne tuez pas vos ennemis, ce sont eux qui vous tueront ». Dans certaines parties de la Chine, le peuple l'a pris au pied de la lettre comme Chon Yi, alors jeune garde rouge, s'en est rendu compte plus tard. Tout d'abord, les gens se sont entretués pour leurs différences d'opinion politique. Et puis, ils se sont mis à faire du cannibalisme. Tuer ne suffisait pas. Ce n'est qu'en mangeant la chair de leurs ennemis qu'ils montraient vraiment leur conscience de classe. Les paysans d'un village cherchaient un ennemi de classe, mais tous les propriétaires avaient déjà été tués. Ils se sont souvenus alors d'un fils de propriétaire. Ils se sont saisis de lui et l'ont soumis à toutes sortes de tortures, y compris de le brûler avec des tisonniers chauffés au rouge. Quand il s'est évanoui, ils l'ont traîné jusqu'à la rivière. J'ai questionné ce vieillard qui avait ouvert le ventre de l'homme alors qu'il était encore vivant. Comme s'il tuait un cochon, il a arraché le cœur et le foie, les a coupés en morceaux et les a mangés avec les autres villageois. Mao était le fils du ciel. Les gardes rouges avaient une telle dévotion pour lui qu'en son nom, ils étaient prêts à commettre n'importe quel crime et endurer n'importe quelle souffrance. Je me suis fait un petit trou dans la poitrine avec un canif et j'y ai fixé un badge de Mao. Personne ne pouvait me l'arracher. Je croyais l'avoir relié à mon cœur. Beaucoup d'autres ont fait comme moi. Quand Mao
a lancé la révolution culturelle et nous a demandé de virer les capitalistes du parti, on s'est senti libérés. C'est pourquoi on a rejoint la révolution culturelle. Pendant 17 ans, les jeunes générations avaient été endoctrinées, enrégimentées, et le culte de la personnalité s'était instauré. C'est pourquoi, quoi que leur demandait Mao, ils étaient prêts à le faire, et même à faire 10 fois plus qu'il ne leur demandait. Puis, ce fut l'humiliation finale de Liu Shaoqi, le président de la Chine, celui que Mao considérait comme son rival. Liu avait été pendant plus de 40 ans un fidèle compagnon de Mao. Eh bien, Liu a représenté le grand bouc émissaire, la principale victime de la révolution culturelle. Et lui et sa famille ont été terriblement persécutés. Il était parfaitement fidèle, mais il a été désigné comme un traître et exclu en grande pompe du parti. C'était un homme malade qui avait besoin de médicaments et de soins. On l'en a privé. On l'a jeté dans une vieille prison avec une simple couverture et laissé mourir sans assistance médicale, couché sur le sol de sa cellule. On l'a maintenu en vie suffisamment pour qu'il soit excommunié du parti au cours du congrès du parti. Et après cela, il avait rempli son office et on l'a effectivement tué. La grande révolution culturelle de Mao a duré 10 ans. Et l'ensemble a été un immense désastre, comme on pouvait s'y attendre. Le pays a été ruiné, jeté dans le chaos pour au moins 3 ans. L'enseignement démantelé, les intellectuels pourchassés, le crédit international de la Chine ruiné. Et ça a laissé pour longtemps un sentiment d'amertume et de désillusion. La femme de Mao, Jiang Qin, était maintenant surnommée l'impératrice de la cité interdite. Mao s'appuyait de plus en plus sur elle pour rester au pouvoir. C'était une sorte d'énergumène, une folle furieuse de la politique, jouant l'importante, faisant des discours enflammés, de sa voix aiguë, perçante, une démagogue rusée. Elle savait soulever le peuple. Cruelle. Je l'ai vue dans un meeting auquel j'assistais. En moins d'1 heure, elle a dénoncé comme ennemis 3 personnalités de haut rang et réclamé leur arrestation. Et l'un d'entre eux assistait au meeting. Et ça, sans aucun fondement, sans raison, sans preuve, sans velléité de les traduire en justice ou quoi que ce soit. Dans le même temps où Jiang Qin et Mao devenaient de plus en plus dépendants l'un de l'autre sur le plan politique, leur vie conjugale se diluait. Un jour, pendant la révolution culturelle, Mao s'amusait avec des femmes quand Jiang Qin a fait irruption dans sa chambre. Du fait qu'elle était la femme de Mao, les gardes du corps n'ont pas pu l'en empêcher. Jiang Qin est entrée sans hésiter. Les 2 filles n'ont même pas eu le temps de se rhabiller avant de se précipiter dehors. Mao était très fâché. Ça s'est passé après le 9e congrès du parti, où Jiang Qin avait été élu membre du Politburo. Mao a dit « Les autres membres du Politburo doivent me demander rendez-vous. Pourquoi Jiang Qin ne le ferait-elle pas ? Désormais, elle aussi devra demander à me voir.
Sinon, elle ne sera pas admise. En 1972, Mao invita ses ennemis de la veille, devenus ses amis capitalistes américains, à lui rendre visite à Pékin. C'était un effort désespéré de Mao pour rompre l'isolement international de la Chine et obtenir une aide économique du président Nixon et de son secrétaire d'État Henry Kissinger. À cette époque, il était politiquement et physiquement épuisé. Il était complètement sous la coupe de ses deux maîtresses favorites, Zhang Wu-Fang et Meng Qin-yan. Quand des documents arrivaient du Politburo, quand ces documents arrivaient, Zhang Wu-Feng ou Meng Jinwan les lisaient à Mao. S'il était d'accord, comme il était devenu incapable d'écrire, Zhang ou bien Meng traçait un cercle sur le document. Ça voulait dire d'accord. Quand Mao est mort, à 82 ans, ses funérailles nationales furent dignes d'un empereur. Il avait dirigé un quart de la population mondiale pendant un quart de siècle. Mais sa grande révolution culturelle avait appauvri la Chine et l'avait jetée dans le chaos. Il n'y avait pas plus de 4 semaines que Mao était mort, quand sa femme Jiang Qin fut arrêtée. Les veuves des empereurs, par tradition, sont punies. Elle s'est suicidée après 12 ans de prison. Personne en Chine ne pouvait détruire Mao en dehors de lui-même. La révolution culturelle était trop radicale. C'est là que ces terribles erreurs sont apparues aux yeux de tous. Avant, il avait trouvé des explications à ses échecs et le peuple avait accepté ces justifications. Mais au cours de la révolution culturelle, 100 millions de personnes ont été persécutées, soit 10% de la population totale. Au fur et à mesure que les gens découvriront les secrets de Mao, il restera pour 1000 ans dans notre souvenir comme un criminel. Les dommages qu'il a fait subir au peuple chinois et au monde entier ne s'effaceront pas de sitôt et affecteront les générations à venir. Voilà, fin de ce documentaire. Mao, le dernier empereur, retour sur le plateau d'Ou Can Comment l'Histoire, où 40 ans après, nous nous interrogeons aujourd'hui sur la révolution culturelle chinoise, avec Christine, toujours avec nous, nos invités. Le sinologue François Godement, l'historien journaliste Chen Yan et l'ex-maoïste Roland Castro. Alors Chen Yan, on se tourne d'abord vers vous, hein, c'est normal, vous êtes le seul parmi nous à l'avoir vécu de l'intérieur, en quelque sorte, cette révolution culturelle. Très concrètement, comment cela s'est-il traduit pour vous et votre famille? J'ai été en 66, j'avais 11 ans et j'étais, on peut dire, un petit cadre rouge, mais je n'étais pas assez grand pour aller voyager vers Pékin, voir Mao, etc.
mais j'étais aussi parmi les jeunes instruits, qu'on appelle les jeunes instruits, qui ont été envoyés par moi à la campagne pour recevoir la rééducation des paysans. Donc j'ai passé à la campagne pendant 2 ans, 3 ans, entre 2 ans et demi. Et donc ça a changé, je pense, changé ma vie, changé l'itinéraire de ma vie. Et pour ma famille, et surtout mon père a été un cadre, il a été persécuté aussi pendant la Révolution culturelle, et surtout au début, en 67 et 68. Alors François Godement, on a bien compris dans ce documentaire que le but essentiel de cette révolution culturelle, c'était de permettre à Mao, le soleil rouge, de revenir au centre. Mais tout de même, sur quoi repose cet enthousiasme proche de l'hystérie collective qu'on a également vu en images tout à l'heure? Est-ce que c'était de la peur ou un immense espoir qui animait ces dizaines de millions de jeunes Chinois? 2 choses qui sont phénoménales dans la Chine de cette époque. La capacité de susciter un immense mouvement de masse et de mobilisation sans les médias modernes, parce que la télévision n'existe pas et parce que la radio se réduit à haut-parleur. C'est donc le parti et les activistes que suscite Mao hors du parti qui mobilisent jusqu'à la base, qui suscitent des nouveaux révolutionnaires, si vous voulez. Deuxièmement, la force pure, incandescente de l'idéologie révolutionnaire. Toute révolution est destinée forcément à arriver à son terme et à s'affaiblir. Mao a su mobiliser l'instinct de la révolution permanente. Il avait été formé par un secrétaire particulier qui avait été trotskiste et au fond, il a réalisé d'une certaine manière le rêve de Trotsky en soulevant sans cesse des couches de la société chinoise contre la bureaucratie et bien sûr contre ses collègues. Mao avait d'autres buts. Donc il y avait quand même des braises pour que le feu prenne. Il y avait des braises dans le développement socialiste, si vous voulez. La planification à la soviétique, ça ne pouvait pas marcher en Chine, dans un système où il y a beaucoup moins d'éducation, il y a beaucoup moins de ressources, où forcément il y avait des gagnants et puis il y avait beaucoup de perdants. Il n'était pas difficile donc de mobiliser socialement des perdants. Il y avait aussi des braises politiques, parce que le régime était très répressif, et Mao a eu un talent, mais transformationniste, à sans cesse s'identifier à nouveau au mécontentement, y compris au mécontentement libéral. Il aura fait le coup, si j'ose dire, aux intellectuels et à la jeunesse 3 fois dans sa vie. Une fois en 1941 à Yan'an, une fois en 1956-57 avec les Sans-Fleurs, et une dernière fois en grand avec la Révolution culturelle. Jusqu'à ces moments incroyables, dont Chen Yan se rappelle peut-être, où il reçoit une délégation de gardes rouges, ça doit être fin 68, qui vient se plaindre en disant il y a une main noire qui nous empêche d'arriver à nos fins, qui nous empêche de mener la révolution à terme. Et Mao leur dit la main noire, c'est moi. Il était présent des 2 côtés du tableau. Alors Roland Castro, dans la même période, 66, il y a aussi des maoïstes en France, vous en étiez, donc vous revendiquez de la pensée maoïste. Pourquoi à cette époque-là, justement, Mao est votre maître à penser en quelque sorte, en rappelant quand même que vous occupez le terrain de l'extrême gauche en France? Parce que, écoutez, comme beaucoup de jeunes gens révolutionnaires de l'époque, j'étais d'accord avec Jean Kelevitch, qui en gros disait « La révolution, je suis pour, et comme je sais qu'elle dévore ses enfants, je suis pour jusqu'à ce qu'elle arrive, et après, je vais être contre. Parce que je sais comment ça se passe. » Bon. Mais ça n'empêchait pas de la faire, ce que disait Jean Kelevitch. Ça n'empêchait pas d'imaginer la faire, mais on savait déjà qu'elle produisait le pire, la bureaucratie, etc. Et il nous arrive un concept. Voilà. Il nous arrive un concept de Chine qui est révolution culturelle. Bon, qui est l'équivalent, en effet, je ne connaissais pas le coup du secrétaire de Trotsky, parce que, franchement, entre Trotsky et maoïste, ça ne marche pas du tout. Mais c'est intéressant, c'est un détail intéressant. Mais l'idée que la révolution puisse se refaire, et je vous l'expliquais très bien, puisse se réanimer, c'était une idée qu'on a trouvée formidable. Bon, que j'ai trouvée formidable. Et honnêtement, on n'a même pas été voir sur place. Bon. C'est une manière aussi de vous différencier du communisme soviétique. Vous êtes à la gauche du PCF en étant maoïste à l'époque. Oui, bien sûr. De faire quelque chose de moins mou, de beaucoup plus enthousiasmant. Oui, en plus, c'est vrai qu'on était extrêmement actifs contre la guerre au Vietnam, alors que, on s'identifiait aussi aux combattants vietnamiens, etc. Donc on était dans ce grand maelstrom que d'ailleurs on peut regretter, dans lequel il y avait une tricontinentale, il y avait un tiers-monde qui n'était pas simplement dans la misère, mais dans la lutte. Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui,
il y avait une espèce d'espoir révolutionnaire dans le monde entier, qui était porté, tout ça, il y avait Ben Barka, enfin, il y avait une série de choses qui, dans le monde entier, faisaient frémir l'idée d'émancipation. Et c'est bizarre, enfin, c'est pas bizarre, ce concept de révolution culturelle, on l'a vraiment adoré. Bon, effectivement, en plus, alors là, on a imaginé qu'on pouvait changer l'homme. Bon, ça, c'est une chose sur laquelle, depuis, on peut revenir. Chen Yen, pendant qu'en France, certains rêvaient de changer le monde, grâce à Mao, vous, sur place, là, quel ravage ça faisait, cette révolution culturelle, dans votre vie quotidienne, dans votre pays? Vous savez, la révolution culturelle a duré 10 ans. Donc, il y a des phases complètement différentes. Au début, je pense que pour la plupart des gardes rouges, par exemple, ils sont aussi animés par un espèce d'idéalisme communiste pour construire une société plus juste et même dépasser la capacité, la richesse de tous les produits en Occident par le système bourgeois capitaliste. Oui, mais là, on est sur un terrain idéologique. Mais concrètement... Là, on l'a vu en image, il y a une violence phénoménale tout de même. Il faut casser, il faut détruire. La violence, ça s'est produit un peu plus tard. Il y a en 66, c'est les gardes rouges qui vont tous à Pékin pour recevoir les grandes directions de Mao pour lancer la révolution, pour animer la révolution culturelle dans le pays tout entier. Et ensuite, ça se dépasse le cadre des gardes rouges parce que ce sont les organisations spontanées, plus ou moins spontanées, des ouvriers qui vont arracher le pouvoir aux gouvernements locaux. Ça a commencé au début 67. Puis ensuite, donc, il y a des ouvriers qui arrachent le pouvoir aux gouvernements locaux, mais il y a d'autres, donc ils défendent les pouvoirs locaux. Et enfin, donc, on décapite les élites, on remet en cause d'une certaine manière toutes les formes d'ordre qui existaient. Les 4 vieilleries dont on parlait. Les 4 vieilleries. Ouais. Qui prend le pouvoir? Qui a le pouvoir concrètement sur le terrain à ce moment-là? Comment on comble le vide? Parce que pendant au moins 3 ans, c'était anarchie. Anarchie, vous prononcez le mot, oui. C'était anarchie parce que personne ne contrôle plus rien. On ne sait pas comment ça va encore continuer. Et Mao qui dit, bon, il faut soutenir les gardes rouges et soutenir les ouvriers qui vont donc bouleverser l'ordre établi, etc. Il y a une résistance du côté du gouvernement, de la direction du parti, comme Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, etc. Mais ça a été de courte durée. Mais est-ce qu'on peut parler à ce moment-là, François Godement, d'une forme de guerre civile? Et si oui, quel a été le prix humain de cette guerre? Oui, c'est une guerre civile larvée. Comme Chen Yen l'a dit, il y a eu... Toutes les classes sont divisées. La classe ouvrière s'est divisée. Ceux qui étaient des travailleurs à statut, qui avaient plutôt tendance à défendre les comités du parti et les syndicats, ceux qui étaient peut-être des ouvriers contractuels ou des femmes parfois, ou des gens ou qui n'avaient pas de job et qui allaient dans les mouvements les plus radicaux. Chez les jeunes, on s'est divisé entre ceux qui étaient d'origine révolutionnaire, comme on disait par papa-maman, et ceux qui étaient marqués au fer rouge du sceau des vieilles classes bourgeoises et qui saisissaient l'occasion de la révolution culturelle pour se prouver comme révolutionnaires. Et là, il y a beaucoup de ressentiment. Là, il y a beaucoup de violence. Après, est-ce que ça a été vraiment l'anarchie? 3 ans, pas tout à fait. Il y a une façon chinoise de piloter les choses, et Mao avait l'art de reprendre les choses quand ça dérapait trop. Et puis, il y avait l'armée. En fait, Mao a abouti, en enlevant le pouvoir au parti, à le donner pratiquement à l'armée, jusqu'à se trouver un temps, on ne va pas dire cohabitant, mais prisonnier de Lin Piao et l'éliminer. Quel est le bilan humain de cette révolution culturelle? On parle de 1 à 4 millions de morts, de 2 millions de personnes séparées, de familles séparées. Est-ce qu'on peut l'estimer aujourd'hui, ce bilan humain? Non, le bilan des morts, on peut pas l'estimer, sinon qu'en effet, il est à la fois assez élevé, mais beaucoup moins quand même que les mouvements de répression des premières années du régime. Ça n'a rien à voir avec le grand bond en avant, parce que ça reste un mouvement politique. Par contre, il y a une vraie tragédie générationnelle. Une génération perdue, en même temps une génération qui a une expérience unique. Les gens qui ont fait l'échange d'expériences, comme on disait, comme dit Chen Yen, ils sont montés à Pékin en 66, les gens qui ont participé à tout ça, ils ont une psychologie particulière, si vous voulez. Aujourd'hui encore en Chine, d'ailleurs, on peut se rassembler entre anciens gardes rouges envoyés aux campagnes, ou envoyés en Mongolie, ou envoyés dans le Yunnan, et qui au fond ont vécu quelque chose qu'aucune génération n'a vécu.
Est-ce que vous aviez, vous, conscience à un moment ou à un autre de ce qui était en train de se passer là en Chine, des dégâts phénoménaux que ça a engendré? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, Roland Castro, stop, je ne peux plus croire à ça? Oh, ça c'est con. Nous, on a été, franchement, enfin, mon organisation n'a pas été une obsessionnelle de la Chine. Je me souviens d'avoir été une seule fois à l'ambassade de Chine pour râler à cause du Pakistan. Parce que la Chine soutenait un régime absolument ignoble pakistanais. J'ai passé 3 heures surréalistes avec un gars de l'ambassade sur le thème, enfin je comprends pas, quand il y a eu le mouvement de 68, les Chinois ont soutenu 68 et en même temps ils avaient d'excellents rapports avec le pouvoir. Donc on peut très bien séparer la politique d'État et la politique de soutien à un mouvement révolutionnaire. Donc le mec me répondait, le Pakistan n'est pas la France, très bien, on reprenait, enfin bref. La seule fois où on a vu les Chinois. Et très vite, moi je me souviens d'une interview que j'ai donnée dans un politique, je crois, dans lequel je disais le seul mot d'ordre de Mao Tse-tung pour l'Europe, c'est démerdez-vous. Donc bon, on n'était pas un maniaque de ce qui se passait en Chine. On entendait une histoire, vous racontez, qu'on sentait à peu près comme ça. En gros, Robert Linhart avait eu un mot génial. Il avait dit, c'est comme si on avait dit au loupard de Nanterre, allez, débarrassez-nous de l'ENA. C'est ça. Ça ressemble à ça. Mais la prise de conscience, elle arrive quand? Il y a du vrai. La prise de conscience, elle arrive quand? Non, mais attendez, c'est amusant, il y a du vrai. Même, tout le monde dit qu'il y en a quelques-uns qui devraient aller à la campagne de temps en temps. Ou même à l'usine, quand ils font une directive. Ou même avoir un emploi, quand ils font le CPE. Hein, je sais pas, le mec qui invente qu'il faut 2 ans à l'essai, pas pour faire de la politique aujourd'hui, mais le mec qui invente qu'il faut 2 ans d'essai pour quand on a moi qui suis patron aujourd'hui, je sais pas comment je fais pour supporter d'avoir une relation avec quelqu'un qui est dans mon bureau et qui a 2 ans à l'essai. Donc il faut avoir employé des gens, par exemple, pour parler d'emploi. Bon, des idées basiques maoïstes. Mais pour en revenir aux maoïstes français, Roland Castro, il y a une scission chez les maoïstes français. Il y en a qui se radicalisent, puis il y en a comme vous d'ailleurs qui préfèrent militer auprès des mouvements féministes, par exemple, ou s'investir dans la vie communautaire. Et nous, on a très vite vu que les questions sociétales étaient importantes. Donc on a donné notre journal au Front homosexuel d'action révolutionnaire. Le MLF toutes les filles de VLR sont parties au MLF, ce qui m'a laissé d'ailleurs étrangement perdu. Bon, tout ça. Donc nous, on était là-dessus. Ce qui m'inquiétait un tout petit peu, comment dire, je me souviens d'un truc où je lis quand même que Mao dit, il y a une directive de Mao qui dit il faut interdire la torture. Ça m'inquiète. Je me dis, la torture, ça faisait pas partie des valeurs que j'imaginais. La révolution culturelle, je voyais une immense engueulade. Bon, en effet, les plus pauvres attaquant les riches, les bureaucrates virés, enfin, c'est ce que j'imaginais de la révolution culturelle. Mais c'est plus qu'une grande illusion, mais on n'était pas. Une fois qu'on avait eu ce fameux concept et l'électrochoc, ça donnait quoi chez nous? Ça donnait un militantisme, alors, incroyable. Chen Yen, je voudrais revenir à votre vie là-bas, à ce moment-là. Est-ce que cette révolution culturelle a ouvert pour vous un nouvel horizon lorsque ça s'est terminé enfin, c'est-à-dire que lorsque Mao est mort? Oui, ça a bouleversé la plupart des vies des gens, surtout de notre génération. Mais vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Moi, j'ai été... Quand j'étais petit, j'ai été très bon en maths, en sciences, et donc j'ai inspiré de devenir un scientifique plus tard. Mais la révolution culturelle a coupé complètement mon rêve, et donc j'étais envoyé à la campagne. Et vous savez, il y a plus d'écoles, il n'y a plus d'université pendant des années. Et à ce moment-là, donc, je commence à lire beaucoup de romans, de livres d'histoire, d'autres philosophies, et finalement, j'ai appris un autre chemin. Donc, je suis devenu aujourd'hui historien. On va remercier la révolution culturelle. Alors, en tout cas, pour nous, c'est bien. François Godement, est-ce que la Chine d'après Mao ne s'est pas construite justement en opposition avec la politique qui avait été menée durant cette révolution culturelle? Oh bah oui, d'autant plus qu'à la différence de Staline, Mao a fait beaucoup de dégâts, si vous voulez, parmi la population, mais n'a en fait pas complètement éliminé ses collègues et rivaux qui sont revenus. Donc ce que vous avez après 1976, c'est le retour. C'est l'exemple de Deng Xiaoping, par exemple. C'est par excellence, c'est Gomulka revenant, si vous voulez, ce qui ne s'est pas produit en Pologne. Et par conséquent,
il y a une volonté absolue à la fois de restaurer le système de direction collective et de tirer un trait sur la parenthèse Mao, mais en même temps, il y a quand même un retour de refoulé. Et si Deng Xiaoping, qui n'avait pas exactement été élevé à Wall Street ou à Chicago, si vous voulez, va défendre si fort l'initiative privée, si fort les réformes et le passage à ce qu'il appelle l'économie socialiste de marché, c'est que quelque part toute l'expérience de sa vie lui a montré que la voie maoïste était une impasse. Il reste l'autorité, mais l'utopie sociale, elle est morte. Et aujourd'hui, comment les dirigeants actuels de la Chine gèrent-ils, entre guillemets, ce culte de Mao? Alors, je ferai une distinction entre les dirigeants et la population. Je pense que les dirigeants veulent entendre parler de Mao Zedong le moins possible. C'est un fantôme gênant à différents côtés. Au fond, le verdict sur la révolution culturelle, il a été posé il y a maintenant presque 25 ans et on n'a pas envie d'y revenir en même temps. On n'a pas envie d'aller gratter, si vous voulez, même si les librairies sont pleines de livres de souvenirs. Donc on ne va pas fêter le 40e anniversaire de la révolution culturelle en Chine? Non, le culte de Mao et l'utilisation de la pensée de Mao est absolument minimaliste. Elle est symbolique parce qu'il est hors de question pour le PCC de se séparer de l'homme qui a créé la République populaire de Chine et qui incarne aussi, c'est presque aussi important, le nationalisme chinois contemporain. Donc ça, ils ne vont pas lui faire le coup de Staline. Mais ressusciter le maoïsme, c'est impossible. Dans la population, c'est plus ambigu, je pense, aujourd'hui. Chen Yan, justement, dans la population, aujourd'hui, pour ce que vous en savez? Mao, il y a quelques années, Mao est en vague dans les marchés de puces et on achète des souvenirs de Mao et beaucoup de choses comme ça. Et bien, il y a beaucoup de chansons révolutionnaires de l'époque qui reviennent, etc. Donc il y a une sorte de nostalgie par rapport à Mao, mais ces nostalgies-là, ça a un rapport plus à la réalité aujourd'hui qui est que la Chine, avec l'aggravation des inégalités sociales, de richesse, de distribution complètement renversée aujourd'hui. Donc les capitalistes aujourd'hui, c'était des ennemis d'hier, aujourd'hui devenus des membres du parti, etc. Donc là, Mao peut devenir un outil pour la population, une contestation pour la direction actuelle. Et Roland Castro, une réponse très très courte. La nostalgie justement de Mao, 40 ans après, chez vous, maoïste, ancien maoïste? Non, il n'y a pas de nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie. Non, il n'y a pas de nostalgie. Il y a simplement... moi, j'ai envie de poser une question. À quand la démocratie? Cette histoire-là. La démocratie. François Godement? Pas pour demain. Disons, l'avènement de l'individu dans la société chinoise, c'est déjà quelque chose. Le rétrécissement de la dictature aux occasions où elle est vraiment nécessaire, entre guillemets, sans obérer toute la société, le passage à la démocratie, je ne pense pas, malgré la relève de génération, qu'il ait beaucoup progressé dans les toutes dernières années. Merci, grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Et avant de nous quitter, Christine, vous nous avez sélectionné certains livres pour ceux et celles, bien sûr, qui souhaiteraient poursuivre la réflexion. Et pour commencer, cette biographie monumentale parue en français l'année dernière chez Fayard de Philippe Short, ancien correspondant de la BBC en Chine, près de 700 pages, dont une bonne centaine de notes et de références extrêmement fournies pour raconter l'histoire de ce fils de paysan du Yunnan, enfant à la fois doué, rebelle, métamorphosé en dictateur assoiffé de pouvoir, un apprenti sorcier, dit Philippe Short, qui rêvait de faire de son pays le premier pays du monde. Cette biographie réussit le tour de force à la fois de nous faire entrer dans l'intimité du grand timonier, tout en nous retraçant un siècle très brutal de modernisation chinoise. Alors ça n'est pas un portrait à charge, c'est un vrai travail de journaliste. Ne pas prendre l'œil du poisson pour une perle, un proverbe chinois en guise de sous-titre pour ces carnets de Jean Leclerc du Sablon, l'ancien représentant de l'AFP, puis de l'Express, puis du Figaro en Chine. Dans cet empire de la poudre aux yeux, écrit-il, le pouvoir tient par son art de la mise en scène, de l'illusion. Et Jean Leclerc du Sablon le démontre par toute une série d'anecdotes. Ce livre se lit un peu comme un recueil de nouvelles, ça n'est pas ennuyeux du tout. Et à noter aussi plusieurs témoignages qui ont le bénéfice du recul de l'histoire. Enfin, cette histoire en affiche de la Chine, signée Jean-Yves Bajon, paru aux
éditions du Pacifique, les années Mao, 1949-1979, depuis cette image rassurante de Mao entouré d'enfants au balcon de la cité interdite, à ce Mao rayonnant comme un soleil, persuadé que son pays doit marcher sur deux jambes, l'agriculture et l'industrie. Ça, c'est l'époque du grand bond en avant. Et puis 1967, la révolution culturelle, anéantissant la ligne réactionnaire révisionniste en matière de culture. Ça, c'est le slogan. Là, nous sommes en pleine campagne contre les quatre vieilleries. C'est une autre manière de découvrir l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Isabella Pisani, Anne Grolleron, Amélie Bourdoiseau qui, comme chaque mois, nous ont aidés à la préparer. Le mois prochain, donc, En Comment l'Histoire, 10 mai 1981, la gauche confrontée au pouvoir. À bientôt. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. A state of war has existed. I have a dream today. Ich bin ein